Les podcasts de janvier, saison 2, épisode 5, c'est parti! Bonjour à tous, c'est bientôt le printemps et vous êtes toujours fidèles au podcast à la com. L'équipe de l'agence vous en remercie. Alors si d'aventure vous avez des sujets à évoquer ou des idées à creuser à l'occasion d'un futur podcast, n'hésitez pas à sauter le pas et à nous contacter pour passer du statut d'auditeur à celui d'acteur. Alors, je suis Benoît Duranel, fondateur de l'agence. Alors j'aurais dû être accompagné aujourd'hui de mon associé Vincent Hugonnet pour accueillir notre invitée Laetitia Soulier-Bonnevie. Bonjour Laetitia. Bonjour Benoît. Mais comme d'habitude, Vincent a eu une visio qui s'est rajoutée et donc je vais avoir le plaisir d'être seul avec Laetitia qui est la directrice de l'EFAP Montpellier. Alors, mais avant de rentrer dans le vif du sujet et des actualités de notre invité, sachez que nous aborderons aussi dans la seconde partie du podcast quelques actus sur les réseaux sociaux pour commencer. Alors, les réseaux sociaux qui se responsabilisent, vous allez voir que c'est pas aussi simple que ça, avec un accord parental qui va bientôt être nécessaire pour les moins de 15 ans. Ces mêmes réseaux sociaux qui vont peut-être, voire sûrement devenir payants, c'est la grande actu du moment, notamment chez Twitter et chez Meta. Et enfin, autre sujet, la CNIL qui veille au grain dans le cadre du respect de la RGPD, avec des petites actualités qui sont tombées récemment, notamment après la liquidation de Camaïeu. Mais tout d'abord, bienvenue Laetitia, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes bien sûr, comme on l'a dit, la directrice de l'EFAP Montpellier, mais vous-même, qui êtes-vous ? Oula, large sujet, merci de m'accueillir d'abord et pour l'invitation. Donc, qui je suis je sais pas. J'ai commencé par. On était à la Journée de la Femme il n'y a pas longtemps, donc je suis une maman. J'ai 2 enfants. Moi, je suis une ancienne EFAPienne. Donc, l'EFAP, c'est l'école des nouveaux métiers de la communication. C'est un point que j'avais noté. Ouais. C'est une question de moins. Une question de moins. Mais ça fait 60 ans que ça existe. Donc, bon, j'y étais pas il y a 60 ans, mais il y a quelques années quand même. Donc, j'ai eu la chance de faire mes études là-bas il y a quelques années. Et donc, je suis une communicante pure et dure. J'étais en agence de relations médias dans le groupe Omnicom pendant 5-6 ans à Paris. Donc, je suis plutôt parisienne à l'origine. Et après, j'ai fait chez Publicis quelques années. Et comme beaucoup de personnes en agence, je suis passée chez l'annonceur, comme on dit, chez FedEx, une entreprise de transport international. Et donc j'ai fait pendant 5-6 ans la communication externe en France pour FedEx, et après je suis partie au siège pour la communication interne Europe, et après j'ai pris la direction de la communication pour l'Europe. J'y suis restée 13 ans, donc Jusqu'en 2020, c'est ça ? Ouais, jusqu'en 2020, et puis la vie fait que je suis rentrée en France, après Bruxelles, Amsterdam, on est rentré en France avec la petite famille, pour des raisons personnelles d'ailleurs. Et voilà, en France, je me suis dit, peut-être que je vais contacter l'EFAP, car j'avais déjà fait des jurys, ce genre de choses, quand j'étais en France. Et je me suis retrouvée à donner des cours l'année dernière, parce que l'EFAP a ouvert en région, donc c'est une dizaine de campus à travers la France, et ça a ouvert en région, notamment à Montpellier, l'année dernière. Et donc j'ai donné des cours pour les années qui étaient présentes. L'EFAP, c'est Bac+1 à Bac+5. Et j'ai adoré ça. Donc, moi, mes matières, c'était communication de crise, stratégie de communication, média training. Et donc, j'ai fait ça, j'ai adoré. Et quand le poste s'est ouvert, ça s'est fait en fait très, très naturellement, et je ne regrette pas une seconde. Et alors, avant cela, je crois que j'avais noté aussi que vous étiez indépendante, ou vous avez eu un statut d'indépendant pour un temps assez court ? Voilà, quand je suis arrivée en France, je me suis mis à faire du conseil en indépendante. Comme ça, j'ai fait tout. J'ai fait l'annonceur, l'agence et le freelance pour des contacts que j'avais qui me demandaient. En fait, je dis oui, j'ai du temps, on va faire ça. Et c'est comme ça que j'ai donné des cours et que j'ai conseillé 2-3 boîtes de conseils sur Paris. Et maintenant, non, je suis plutôt centrée uniquement sur l'école. Ça me prend déjà beaucoup de temps. J'imagine. Voilà. Et donc, l'arrivée à Montpellier, ça s'est fait comment ? Est-ce que, comme beaucoup de gens, c'est le conjoint qui est arrivé, ou la conjointe, l'autre personne a suivi, ou finalement, c'était une volonté de venir dans le sud ? Alors, j'ai la chance d'avoir un mari exceptionnel, parce que c'est lui qui m'avait suivi en Belgique, puis voilà, donc c'est la chacun carrière son un tour. peu... Voilà. En tous les cas, chez nous, c'était plutôt de ce tour-là, donc j'ai pas ce souci-là. Et quand on est rentré en France, c'était plutôt un choix de vie. On a toujours fait des choix de là où on allait vivre, des non-choix au final, parce que des choix professionnels liés
lié à un poste. Et là, on a fait un choix de vie, se rapprocher de la famille, ma famille qui est dans le sud, plutôt qu'un choix de carrière. Et la carrière est venue après. Voilà. D'accord. Et donc Montpellier-Rennes, finalement, depuis relativement peu de temps, ça fait 2 ans. En fait, j'avoue, je ne suis pas du tout Montpellier-Rennes, j'habite à Sète. Après, c'est pas forcément un critère énorme, c'est pas très loin. C'est pas très On y va loin, vite. j'adore, il y a la mer, les Sétois, on dit beaucoup de choses, mais j'aime beaucoup. C'est vraiment cette île singulière, donc voilà, j'ai la chance d'avoir le meilleur des deux mondes, mais ça fait que, en fait, 2 ans et demi. Alors je devrais pas le dire, mais le meilleur des deux mondes, c'est le mot de passe de notre Wi-Fi au bureau. Alors, je vous dirai pas comment ça s'écrit, mais c'est assez marrant que vous le disiez. Ça peut m'être utile. Sait-on jamais. Donc sur 7, vous faites le trajet tous les jours. Oui. Et on va peut-être donc trajet tous les jours pour venir à l'EFAP. Ça se trouve où exactement sur Montpellier? Je sais même pas. Je suis pas encore venu. C'est à côté d'Odysseum. C'est avenue Nina Simone, vers le millénaire. Donc on est nouveau quartier. Ouais, nouveau quartier. On est bien situé, nouveau campus, tout beau, bien décoré avec du street art. C'est assez sympa. Bon, il faudra que je vienne vous voir à l'occasion. L'invitation est passée. Alors, l'EFAP en particulier, alors moi qui étais attaché de presse il y a quelques années, ça me parle. L'EFAP, c'est une institution, notamment, c'est une école qui a sorti ou qui sortait pratiquement que des attachés de presse pendant un temps. Mais aujourd'hui, je crois que ça a quand même beaucoup changé. Donc peut-être dans un premier temps, si vous pouvez nous parler un peu plus de l'EFAP, de cette école, de son histoire peut-être, avant de rentrer dans ce qu'elle est aujourd'hui. Oui, bien sûr. Alors bon, l'EFAP, c'est une école de référence dans le monde de la communication, et à l'origine, vous avez raison, EFAP, c'était École française des attachés de presse. Donc en tous les cas, moi, quand je l'ai faite, c'était ça. Mais ça a vraiment beaucoup évolué. Le programme pédagogique a anticipé, suivi les tendances, vous placez comme vous voulez, mais en tous les cas, c'est beaucoup étoffé pour être avec une nouvelle baseline qui était École des nouveaux métiers de la communication. Et je pense que c'est vraiment ça que les étudiants vont trouver quand ils viennent chez nous. Quand ils viennent chez nous de Bac+1 à Bac+4, ils vont voir tous les métiers de la communication et du marketing au sens large. Donc, les RP, c'est un cours parmi une trentaine qu'ils ont chaque année différents. Ça reste essentiel, mais il n'y a pas que ça. C'est un ancien métier de la communication, d'une certaine manière. Ouais, et d'ailleurs, c'est le métier des fois qu'ils connaissent le moins bien. Et on essaye de leur faire découvrir, parce que ça reste... les jeunes aujourd'hui, ils connaissent bien sûr, ils ont été élevés avec le digital, donc c'est une autre approche, mais tous ces métiers-là sont toujours bien actifs et recrutent beaucoup. Les postes en relations médias s'ouvrent facilement. Et il y a un vrai besoin, mais ce n'est pas les seuls. Donc il y a beaucoup de cours, c'est très varié. La première année est plus axée sur la créativité. La deuxième, on va découvrir un peu plus toutes les matières plus poussées. En troisième année, on va couvrir le digital. En quatrième année, on est plus sur la stratégie. Et en cinquième année, c'est là où ils se spécialisent. On leur demande de vraiment choisir une voie. Et il y a à peu près 23-25 spécialisations en fonction des années à travers la France. Donc ils peuvent aller où ils veulent. Voilà. D'accord. Et depuis quand finalement c'est fait ce changement de l'EFAP attaché de presse à l'EFAP métier de la communication au sens large? C'est récent ou c'est... Alors, l'EFAP a été fondé donc il y a une 60aine d'années par Denis Huisman qui nous a quittés récemment, mais qui avait vu qu'il n'y avait pas en fait d'école dédiée à la communication et à l'origine aux attachés de presse. Ça s'est beaucoup développé, et en 2015 le groupe a été racheté, mais par des personnes basées en France, donc c'est assez familial quand même comme entreprise. Donc c'est le groupe EDH, il a gardé le nom, les initiales du fondateur. Et en 2015, vraiment, il y a eu un tournant pédagogique très poussé qui a propulsé l'EFAP, qui était un petit peu peut-être qui s'était laissé aller. Et depuis, ça va faire 8 ans, vraiment un énorme boost. Et on voit bien, l'école, elle est très très bien classée. On a des très bons retours. Et puis surtout, nos étudiants, ils sont placés dans les plus belles structures à travers la France ou à l'international. Et donc, EFAP Montpellier, vous êtes directrice de cette institution. Ouais. Donc, ça a ouvert quand l'EFAP à Montpellier? Alors, en septembre 2021. Donc, il y a eu une promotion complète pour le moment. Ouais. Et combien vous avez d'étudiants? Comment ça se passe aujourd'hui pour le recrutement? Parce que finalement, c'est pas si facile que ça de lancer une école, même si Montpellier est habitué, Montpellier est une ville étudiante. Comment ça se passe pour lancer une école comme ça? Alors oui, Montpellier, c'est une ville étudiante, donc souvent, il y a des étudiants qui viennent d'ailleurs, qui veulent venir à Montpellier parce qu'il y a cette renommée-là, donc c'est assez sympa.
beaucoup plus facile de lancer une école avec une renommée comme l'EFAP derrière. Il y a pas, la problématique de recrutement n'est pas vraiment une problématique. Mais forcément, on cherche toujours à attirer les meilleurs. Donc il y a cette problématique-là où on va, c'est sur concours, voilà, on peut se permettre d'être un peu plus sélectif et c'est un vrai bonheur. Mais là, on a à peu près 150 étudiants EFAPiens. C'est beaucoup pour une première année. Enfin, où il y a des gens qui sont arrivés, peut-être d'autres villes pour une 5e année ou... Oui, alors là, j'ai toutes les années cette année. L'année dernière, on avait que 2 classes, mais on a toutes les promos là, de Bac plus 1 à Bac plus 5 qui sont là. Et on a une classe par niveau, grosso modo. L'année prochaine, on attend un peu plus. Parce qu'on a la capacité immobilière d'accueillir un petit peu plus, donc ça c'est chouette. Mais sur le campus, on partage avec l'école Brassard, qui est vraiment une école sur la création et qui fait partie du groupe EDH. C'est une dizaine d'écoles, le groupe vraiment dédié dans la communication, l'artistique, le cinéma, toutes ces matières-là. Donc il y a un sens. Donc le campus, on a à peu près 400 étudiants sur le campus. Et ils sont là à des périodes différentes parce qu'on est sur une formation qui alterne la théorie et la pratique. Donc nos étudiants, tous les ans, ils ont un stage à faire. Alors, on commence avec 2 mois, ou après 3 mois, etc., en fonction quand on grimpe dans les années. Mais ça fait partie vraiment de la formation parce que c'est en faisant aussi qu'on apprend. Alors, plus précisément, quelle est la temporalité de l'école ? Alors, quand je parle de temporalité, c'est peut-être plus pour vous en tant que directrice. Quels sont les temps forts de l'année, les recrutements de l'année prochaine, les moments où vous communiquez ? Est-ce qu'on est dans une période d'actualité pour l'école aujourd'hui ou pas encore ? Alors là, si on est à cette période-là actuelle, on est en plein dans les concours. Donc les concours commencent assez tôt, mais là on est vraiment dans la période haute des concours qui est au même moment que les épreuves de spécialisation pour le bac, donc c'est toujours un peu complexe. Mais c'est vrai que là c'est plutôt la période de concours et on est plutôt sur il y a des personnes qui s'inscrivent qui sont plutôt en 4e ou 5e année, parce que justement les années 1, 2, 3 sont plus dans les examens, dans les partiels, etc. Il y en a qui l'ont fait déjà dès novembre, en fait, on a vraiment des passionnés et qui sont vraiment investis, qui savent ce qu'ils veulent faire, donc on les inscrit assez tôt. Mais là, voilà. Donc en ce moment, j'ai des classes qui sont en stage, des classes qui sont là, mais ça va varier en fait. Alors je voulais rebondir sur ce que vous disiez. Un jeune qui va commencer l'EFAP ou qui souhaite passer le concours de l'EFAP, qu'est-ce qu'il veut faire aujourd'hui ? J'imagine qu'il ne veut plus vraiment faire attaché de presse, ou voire très rarement, mais il fait l'EFAP pourquoi ? Principalement, même s'il y a beaucoup de promotions différentes. Je pense qu'il faudrait leur demander parce qu'ils ont tous des projets professionnels différents. D'accord. Déjà, ils arrivent... Ils veulent pas tous faire influenceur ou travailler dans le community management ou Non, alors c'est assez drôle parce que donc on a les journées portes ouvertes, comme toutes les écoles. On en a une samedi qui arrive, samedi matin d'ailleurs. Mais il y a une slide que j'explique sur l'influence et pas l'influenceur. Et j'explique la différence surtout pour les parents parce que bon, les jeunes sont nés avec, mais d'expliquer, voilà, nous on forme pas à devenir des influenceurs lancement de produits, on les forme à comprendre le monde de l'influence et l'aspect politique aussi, il n'y a pas que du lancement de produits, donc on va beaucoup plus loin. Donc non, je ne sais pas, si on prend un échantillon de 10, peut-être qu'il y en a un qui veut faire des réseaux sociaux, il y en a un qui veut être chargé de com, il y en a un qui veut faire plutôt du digital, l'autre du marketing. En fait, ils viennent tous avec des envies différentes, et moi, ma plus grande fierté, c'est qu'au cours de l'année, ils évoluent et ils changent. Parce qu'il y en a qui vont peut-être arriver, je vais faire de l'événementiel, c'est souvent ça, ils arrivent... Ah oui, c'est le côté qu'ils connaissent aussi, en fait, ouais. le concert, c'est le côté avec lequel ils sont plus exposés après les réseaux sociaux, bien sûr, et on en parlera tout à l'heure. Mais ce qui me fait le plus plaisir, c'est de les voir s'ouvrir à d'autres secteurs de la communication, que ce soit grâce à leur stage ou grâce à certains intervenants, parce qu'une des autres particularités, c'est nos intervenants, donc les profs, sont uniquement des gens actifs dans le monde professionnel aujourd'hui. Donc, ils viennent transmettre ce qu'ils font au quotidien dans leur métier. On parlait de Vincent Hugonnet tout à l'heure, qui est, et je crois que c'est aussi pour ça qu'on s'est rencontrés, Oui. qui est prof chez vous, enfin intervenant professionnel à l'école. Exact, voilà, les intervenants. Que fait-il, Vincent ? Il est... Je sais pas, tiens, faudrait qu'on lui demande. Non, Vincent a eu la gentillesse il nous donne des conférences de tendance à la rentrée, tendance à la communication, donc c'est très apprécié. On a fait ça pour les 4 et les 5e années. Il a aussi donné des cours de budgétisation. Donc voilà, et puis en fait, il peut donner un petit peu tout, Vincent, c'est lui qui choisit. Alors, on parlait tout à l'heure de la communication de l'EFAP.
par rapport aux temporalités d'examen ou autre, est-ce que vous menez des campagnes pendant l'année pour recruter ou autre chose, hein, peut-être pour la notoriété de l'école ou de la création de leads, si on peut parler de ça, pour l'école en elle-même? Il y a des campagnes spécifiques? Oui, tout à fait. On a, alors pour Montpellier particulièrement, si on commence là-dessus, on a lancé cette année une campagne d'affichage qui est au long cours, de 6 mois, qui est aux abribus dans les Saint-Roch, etc. En octobre. Octobre à mars, là elle est en train de se terminer, 6 mois cette année. Je pense que l'année prochaine, il est prévu qu'on la reconduise, parce qu'on a besoin de créer cette notoriété locale, d'image. Tout le monde n'est pas forcément au courant que les FAP est encore à Montpellier, quoique les étudiants parlent beaucoup entre eux. Et c'est plutôt bien pour nous. Après, on a beaucoup de... c'est complémenté, en fait, par des actions digitales. Donc, Insta, ça marche beaucoup avec les étudiants, mais on est sur tous les réseaux sociaux qu'on peut connaître, évidemment, TikTok, etc., LinkedIn. Donc, il y a des campagnes digitales qui sont effectivement souvent avant nos journées portes ouvertes, pour bien leur montrer qu'on existe, et s'ils veulent venir nous rencontrer, parce que nous, on ouvre grand les portes, pour justement pouvoir échanger. Je préfère échanger sur des projets professionnels et dire, on ne va pas forcément vous offrir ce que vous attendez, ou plutôt, ce qui arrive plus souvent, confirmer vraiment un choix. Ça leur permet de poser les questions et d'échanger aussi avec les étudiants. Ça marche beaucoup, ça. Alors, vous parliez tout à l'heure aussi des réseaux sociaux. Vous en avez cité quelques-uns, dont TikTok. Alors, est-ce que c'était volontaire de votre part de citer celui-ci en particulier? Est-ce que c'est le réseau sur lequel vous êtes le plus présent, ou vous mettez un accent particulier dans votre communication, ou pas forcément? Pas forcément. Je crois qu'on est très présent sur... alors, je ne suis pas à la direction de la com de l'EFAP, donc je n'ai pas ce rôle-là aujourd'hui. Mais de ce que je vois, on est plutôt présent sur Insta et TikTok, tout simplement parce que c'est la cible, c'est là où nos jeunes sont. Mais il n'y a pas un réseau sur lequel on n'est pas présent aujourd'hui. Mais par exemple, on utilise les réseaux en fonction des cibles. Donc moi, je vais plutôt utiliser LinkedIn pour me connecter avec des professionnels pour qu'ils soient intervenants, ou des entreprises pour qu'elles viennent participer et faire des études de cas. On travaille beaucoup avec des entreprises locales ou nationales pour faire plancher les étudiants sur des cas concrets. Donc en fonction de l'actualité, de nos besoins, et on va aller sur le bon réseau social. Okay. On va essayer de s'appliquer les bonnes pratiques à nous-mêmes, quoi. Et est-ce que vous avez senti, alors peut-être pas encore, mais à votre niveau, que LinkedIn en particulier, c'est là où je voulais un petit peu en venir, évolue beaucoup en ce moment? C'est vrai que c'est pour nous, pour d'autres, qu'on ait une cible B2B ou business, voire B2C, c'est un réseau qui bouge beaucoup. Donc pas d'impact plus fort sur ce réseau-là, ou non, on reste sur la cible jeunes, TikTok, Insta en particulier? Alors ça va dépendre. Si on est pour l'admission, on va plutôt être sur ces réseaux jeunes, on va les appeler comme ça, comme vous les avez dit. Mais si on est sur de la cible entreprise, moi j'utilise beaucoup LinkedIn parce que c'est mon outil, c'est un de mes outils de travail au quotidien en fait. Je suis d'accord avec vous, je pense que ça évolue beaucoup. Il y a eu beaucoup d'additions qui ont été mises en place, qui facilitent le réseautage. Et pas uniquement en premium, je crois que même quand on n'a pas l'abonnement, moi je l'ai pas. On va parler tout à l'heure des réseaux qui deviennent payants, ou qui l'étaient, qui ne le sont plus forcément. Mais... C'est un très très bon outil, moi je trouve, et les entreprises, après ça va voir en fonction de leur cible, c'est vraiment pas un réseau sur lequel on ne peut pas être aujourd'hui. Alors, j'avais une autre question, donc on va sortir un petit peu de la communication au sens strict. Vous savez, même si vous êtes arrivé récemment sur Montpellier ou sur Sète, il y a beaucoup d'écoles de com de qualité sur Montpellier et sur la région. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur l'EFAP en particulier? Qu'est-ce qu'il y a de différent, ou qu'est-ce que vous ressentez vous-même d'un petit peu différent dans l'EFAP par rapport aux autres écoles? Alors, je n'ai pas fait les autres écoles, donc je vais parler pour ma paroisse, mais je suis d'accord avec vous, à Montpellier, c'est vraiment une des villes où on a l'écosystème le plus élargi, c'est-à-dire que tout le monde est représenté quasiment. Et ça dans beaucoup de secteurs, pas uniquement la communication d'ailleurs. Nous, les différences, quand on nous demande nos particularités, c'est vrai que y a un côté... on est une école sérieuse, 60 ans, je pense qui sait se renouveler. Et ça, c'est important, parce que c'est un secteur où il faut vraiment être en avance sur son temps. Donc, quand je parlais tout à l'heure en aparté des cours de podcast, etc., c'est vraiment important, ce genre de matière, qu'elle soit bien maîtrisée. C'est des intervenants qui sont professionnels,
et on fait en sorte de trouver des bons profils. C'est aussi le côté international. Quand vous rejoignez les FAP, il y en a beaucoup, alors qu'ils le font et qu'ils ne le font pas, mais en général, il y en a beaucoup qui font une partie de leurs études à l'international, parce qu'on a 87 universités partenaires, et c'est établi depuis des années. Donc c'est sûr, pour les parents, il y a quelque chose de rassurant. Et puis nous, les programmes pédagogiques, ils sont vraiment alignés. Donc ils peuvent partir à travers le monde à un moment donné de leur cursus, et ça c'est très très apprécié. Vous accueillez des étudiants donc, qui sont là à temps plein, des alternants aussi, je crois? Alors, je ne sais pas quel mot vous utilisez alternant, mais par exemple, oui, j'ai des étudiants à temps plein, mais qui de toute façon dans l'année partiront en stage à un moment donné. À différentes périodes, justement pour ne pas être en concurrence en plus. Vous voulez dire plutôt des jeunes qui sont déjà embauchés par des entreprises ou qui le sont en fin de cursus plutôt? Alors pour la 5e année, tout à fait, on a le système d'alternance et de contrat pro, où là, soit les jeunes viennent directement avec leurs entreprises, soit on les accompagne pour trouver une entreprise. D'accord. C'était la question justement de savoir si en interne vous avez un service où c'est le jeune qui arrive avec son entreprise ou si au contraire vous pouvez l'aider à démarcher ou à trouver des entreprises qui sont déjà partenaires de l'école. Alors, c'est l'avantage d'être un groupe. Là, on est 350 à travers la France. Il y a 2 services. Un qui s'appelle le service des relations internationales, qui va vous aider si vous voulez poursuivre votre cursus à l'international. Et on va les accompagner, que ce soit dans le dossier, mais après, jusqu'au moment où ils partent là-bas et quand ils reviennent. Et puis, il y a un service relations entreprises. Chaque campus a quelqu'un de dédié, à temps plein ou pas, ça dépend de la taille du campus, et qui a pour but de faire des ateliers tout au long de l'année pour expliquer aux étudiants comment on cherche un stage, parce que c'est pareil que de chercher un emploi. On parlait de LinkedIn tout à l'heure, on va leur apprendre comment aller sur LinkedIn, parce que c'est pas du tout un réseau que les jeunes maîtrisent, ils maîtrisent tous sauf celui-ci. C'est des trucs de vieux, ouais. Je vais bien le prendre. Mais... je suis que dessus moi aussi, hein, donc je parlais plus pour moi. Ça va, il n'y a pas de souci. Et donc alors j'ai perdu le fil de ma pensée maintenant que je me sens très vieille. C'était pour aider les jeunes. Voilà, relation entreprise. Donc c'est des ateliers toute l'année, mais les accompagner sur la recherche de stages en partageant des offres, mais aussi, j'insiste là-dessus, on va les accompagner à comment on trouve. Parce que nous, notre formation, on dit qu'elle est professionnalisante. Et c'est important de savoir chercher, parce que quand ils vont être sur le marché de l'emploi, il n'y a pas un job qu'on va leur donner, tiens, telle offre elle est pour toi, vas-y postule, je te prends derrière. Ça se passe pas comme ça la vie. Donc des fois ça nous permet de les confronter à des réalités qui sont peut-être un peu plus dures pour certains que pour d'autres, mais dans un environnement sécurisant, et on va pas les abandonner. Donc il y en a qui vont trouver un stage tout de suite, il y en a qui ça va prendre plus longtemps, tout le monde trouve un stage à terme, mais si c'est plus compliqué, on va être là à les accompagner. Ok. Ouais, merci Laetitia pour cette présentation complète de l'école. Vous trouverez le lien vers le site internet de l'EFAP Montpellier en bio dans les informations liées au podcast. Ce qui va nous permettre de passer aussi aux actualités. Le temps file et les actualités qu'on va évoquer aujourd'hui, en fait, c'est dans un premier temps, alors on va parler des plus jeunes. Donc avant d'arriver à l'EFAP Montpellier, les jeunes qui sont sur les réseaux sociaux, ils le sont souvent tôt. Vous nous disiez tout à l'heure que vous aviez un jeune garçon, une jeune fille, de 14 ans. J'imagine qu'il est déjà sur les réseaux sociaux, oui. Sûrement, que vous le sachiez ou non. Et bientôt, en fait, à 14 ans, il ne devrait plus pouvoir y aller sans que cela soit validé ou techniquement par un service de validation de son âge. Alors, quelle forme ça va prendre, on ne sait pas vraiment. On voit que c'est un peu le serpent de mer qui revient tous les ans, que ce soit pour les sites pornographiques, on en entend parler depuis plusieurs mois. Comment ça va se passer, on ne sait pas. Par contre, c'est une volonté du législateur qu'il a votée début mars, donc c'est tout récent. C'est une loi qui doit passer aussi au Sénat, j'imagine, dans les semaines à venir, mais donc qui devrait donner lieu à des obligations fortes pour les réseaux sociaux dans les mois qui viennent, de devoir vérifier l'âge pour empêcher les jeunes en dessous de 15 ans de venir sur leur plateforme. Qu'est-ce que vous en pensez, Laetitia, de tout ça ? En tant que maman, peut-être, je avant... quelle casquette, là. La casquette maman... Bon, ça va, mon fils, je pense pas qu'il écoutera le podcast tout de suite, mais... On lui enverra. Merci. Moi, forcément, je suis pour tout ce qui va aider à réguler, parce que ça reste très récent, ces réseaux-là, et ce qui peut se passer sur Internet peut être très, très violent.
Mais c'est comme tout ce qui est nouveau, ça nécessite d'être accompagné. Et donc oui, je suis pour. Est-ce que c'est la meilleure forme ou pas ? J'en sais rien, je ne suis pas une experte là-dessus. Mais tout ce qui peut aider ces jeunes qui sont tellement malléables, influençables, qui n'ont pas forcément les codes, même s'ils sont nés avec, il y a quand même des choses, on se doit de les protéger. Ça a l'air de faire l'unanimité, hein, vu que la loi, en tout cas à l'Assemblée, a été adoptée à la quasi-unanimité. Oui, donc ça va dans le sens de ce que vous dites, effectivement. Oui, après, moi, je trouve qu'il y a des plateformes... alors, tous les réseaux sociaux ne sont pas à mettre au même niveau, déjà, parce que ce pas les mêmes codes, mais il y a des plateformes qui sont extrêmement addictives. Hein. On a cité TikTok tout à l'heure. Il y a un algorithme derrière qui est un des plus poussés en termes de réseau social. Et vraiment, ça... Voilà, j'écoutais une vidéo l'autre jour, l'étude disait qu'on perd en fait... on perd des cellules, quoi, hein, de l'intelligence, parce qu'au bout d'un moment, on ne réfléchit plus, et tellement il y a une sélection. C'est fait pour ça. Hein, oui, c'est fait. C'est fait pour ça, oui. Et après, je crois, hein, c'était hier ou avant-hier, c'est les États-Unis qui veulent l'interdire. TikTok. TikTok. Et là, c'est une autre raison, hein, c'est par rapport à la Chine, les données, oui, voilà, on va parler etc. du fait que ça abrutit un petit peu la jeunesse, mais c'est pas pour ça, eux, qui veulent l'interdire. La vraie raison est un petit peu différente. On parle plus de politique fait. Internationale que... Exactement, ouais, ils ont peur que les données soient utilisées à des fins d'espionnage. Hein. Concrètement, ils le disent, hein, d'ailleurs. Mais c'est vrai que, voilà, c'est toujours un débat, les réseaux sociaux, et puis c'est un débat familial. Hein. Moi, je sais pas, vous, mais avec les enfants, on parle, oui, est-ce qu'ils n'arrivent pas à arrêter ? Alors, en tant que parents, c'est vrai qu'on a tous les mêmes critères. Surtout que je ne sais pas si vous savez quel est l'âge moyen de la première inscription. Je crois que j'ai vu 8 ans, non ? 8 ans et demi. 8 ans et demi, c'est assez dingue hein, quand on y pense, hein, de voir les bébés en fait encore à 8 ans. En fait, c'est l'âge moyen de la première inscription sur un réseau social. Hein. Alors, j'imagine Insta ou autre. Aujourd'hui. Donc c'est vrai que ça met un petit peu en rapport ce qu'on disait sur le besoin de légiférer un petit peu plus que ce qui est mis en place aujourd'hui. Oui, parce que ce qui est inquiétant, c'est que vous pouvez être assis à côté de votre enfant et vous ne savez pas ce qu'il regarde, quoi. Alors que dans le monde physique, vous lui apprenez des règles, donc c'est aussi des règles là. Et puis c'est une génération, enfin nous les parents de cette génération-là qui ont 12-15 ans là aujourd'hui, on n'a pas été élevés avec ça. Donc, on va paraître vieux, mais forcément, il y a un conflit générationnel et ça engendre des discussions et des incompréhensions de part et d'autre, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, peu importe. Mais c'est le rôle, en tous les cas, là, des gouvernements de mettre quelque chose de sérieux en place, c'est sûr. Bon, je crois que ce qui est prévu en plus, c'est une amende qui est assez dissuasive quand même. Hein. 1% du chiffre d'affaires mondial en cas de non mise en place, alors dans le futur, hein, bien sûr, hein, de cette solution technique pour vérifier l'âge des utilisateurs finaux. Donc, pour le réseau social ? Pour le réseau social, hein, qui serait fautif ou qui ne serait pas assez réactif dans cette mise en place si jamais c'était voté en France. Mais je pense que ça sera le cas, vu ce que vous dites et ce qu'ont l'air de dire la plupart des députés et j'imagine des parents. C'est quand même quelque chose qui est souhaitable. Oui, après, il y a toujours... en plus, en France, on est très fort pour ça, pour contourner les situations. Hein, parce que quand ils vont demander de valider l'âge, il suffit de mettre... j'ai hâte de voir ce qui va être mis en place, parce que c'est assez facile aujourd'hui. Il y a déjà des sites qui demandent... ils demandent votre âge, ça limite le contenu auquel vous avez accès, en dessous de 13 ans, etc. Donc il y a des efforts qui ont été faits, mais il est extrêmement facile de passer outre. En fait. On le voit, hein, pour acheter du vin, est-ce que vous avez plus de 18 ans ? Oui. Que ce soit le cas ou non, finalement, c'est très difficile. Je ne sais pas à quel âge vous avez commencé à boire du vin, Benoît, je n'ai pas envie de savoir. De bière, mais à l'époque, on n'en achetait pas sur Internet. D'accord. Mais si ça avait été le cas, je pense que j'aurais trouvé peut-être aussi un moyen de détourner la façon d'y aller. D'accord. À suivre, donc on verra dans les prochains mois ce qui se met en place, oui. Et effectivement, quelle sera la solution technique trouvée par les réseaux sociaux. Mystère, ça aussi c'est un serpent de mer qu'on suit depuis un petit moment. Deuxième sujet, toujours sur les réseaux sociaux, vous ne pouvez pas être passé à côté non plus, les réseaux sociaux commencent à être payants, en tout cas essayent de mettre en place des outils payants sur leur site. Alors ils jouent un petit peu avec l'ego, hein, on le voit, hein, des utilisateurs, en essayant de leur vendre quelque chose un petit label bleu certifié, donc qui met en place le fait que vous l'êtes et que le copain ne l'est pas encore.
C'est une façon commerciale d'inciter en tout cas des utilisateurs à aller vers le payant plutôt que le gratuit. Je sais qu'ils essayent de vendre aussi finalement des fonctionnalités supplémentaires, de la sécurité supplémentaire. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Je crois que Twitter notamment, la vérification sous Twitter, je dis peut-être des bêtises, ça sera à vérifier, ne prenez pas tout pour argent comptant, on peut aussi se tromper. La vérification sous Twitter d'identité n'est accessible qu'aux personnes maintenant qui payent un abonnement certifié. Donc, bonne chose, mauvaise chose. Alors, il y a quelques années, vous n'avez pas pu passer à côté. Facebook promettait que le réseau social resterait gratuit tout le temps. C'était jusqu'en 2018, je crois. Depuis, ça a disparu en 2018-2019. Oui, il l'a enlevé. Ouais. Ça a été enlevé. Donc, on aurait déjà dû se méfier à l'époque. Donc, a priori, Facebook teste aussi des infos payantes. Est-ce que ça vous fait réagir d'une manière ou d'une autre, Laetitia, cette actualité ? C'est le cours des choses, je crois. Ça me fait réagir, bien sûr, parce que moi, j'ai l'habitude de dire rien n'est gratuit, vraiment. Déjà, on les payait avec nos données. Ils revendaient nos données. Enfin, ils les revendent toujours, d'ailleurs. Donc, c'était effectivement, pour l'utilisateur, ça avait un coût zéro, mais il y avait quand même un coût. Mais en tous les cas, on ne devait pas sortir de l'argent de notre poche. Alors, est-ce que le fait de payer demain vous fera économiser sur le fait de donner vos données ? Ah, ça, je ne sais pas. Je ne suis pas sûre que ce soit dans le deal. Je pense qu'ils veulent faire un double effet qui se coule, comme on dit, et bénéficier des deux. Mais non, après, là, en plus, je crois que c'est assez cher. Twitter, c'était combien ? C'était pas 15 €. Je crois ouais. que tout le monde veut partir sur à peu près 15. Enfin, c'est pas des petites sommes. Moi, je pense que y aura des nouveaux réseaux qui vont proposer la gratuité. Les gens vont partir là-dessus, que ceux-là vont perdre en valeur. Voilà. Je crois même que c'est même un triple effet qui se coule, parce que vous en parliez de deux, mais il y en a un troisième. En fait, on disait que les réseaux sociaux étaient gratuits, mais ils étaient financés par la publicité. Oui. Alors, est-ce que le fait de payer va leur faire enlever la publicité ? Apparemment non, ils veulent garder Évidemment. Et la pub et la revente des données, notre autre sujet, et en plus un abonnement. Bon, c'est pas mal. Mais on voit là Netflix qui revient à remettre de la pub pour pouvoir proposer des abonnements moins chers parce qu'ils ont eu une perte d'abonnés. Donc on va voir l'évolution des réseaux sociaux, mais c'était évident que ça allait arriver, à voir quel modèle économique va fonctionner. Mais Et c'est là où on voulait en arriver aussi via cette actu. Est-ce qu'on n'est pas justement à un changement de modèle économique qui est beaucoup plus marqué, ou en tout cas plus rapide que ce qu'on imaginait ? Alors Elon Musk, avec le rachat de Twitter qu'il a lancé un peu en catastrophe en fin d'année dernière pour essayer de trouver une rentabilité à son achat de plus de 40 milliards de dollars, peut-être, mais le fait que Facebook s'y mette vite, après avoir eu des résultats catastrophiques, je ne sais pas si on peut les juger comme ça, mais en tout cas des baisses dans les revenus publicitaires. Est-ce qu'on est à l'aune de quelque chose, d'un retournement, ou en tout cas d'une autre façon de vendre ces réseaux sociaux sur... Oui, il se pose la question de la pérennité de ces réseaux sociaux sous le format qu'on a connu. Il y a un moment donné, nous, on a eu la presse gratuite. Bon, elle est plus très... il y a eu un grand boom. En ligne, elle a été... Ouais, en papier aussi, excusez-moi, en papier. Mais c'est vraiment des... est-ce que le modèle va continuer comme ça ? Ça me semble aussi normal qu'à un moment donné, l'entreprise, elle doit être rentable. Bien sûr. Mais c'est vrai que là, ça cumule pas mal de... On est toujours dans un modèle qui se cherche, finalement, au niveau du web, où il évolue, et il tente quelque chose, je parlerais plutôt d'évolution. revient. C'est vraiment un secteur, le digital, qui sait évoluer très très vite. Et donc, c'est pas mal. Si jamais ces réseaux sociaux deviennent payants, parce que je crois que c'est pour l'instant en test dans certains pays, pas encore partout, est-ce que vous seriez en tout cas une cible potentielle pour prendre une version payante de Twitter ou de Facebook ? Alors, en tant que moi individu ou ma marque ? Justement, c'est intéressant de faire la différence entre moi, Laetitia, mère de famille, et moi, Laetitia, directrice de l'EFAP Montpellier. Est-ce que dans un cas, il y aurait un intérêt à prendre un abonnement payant certifié, et dans l'autre non, ou... Oui, je pense d'un point de vue professionnel, ça peut être intéressant et voire nécessaire. Aujourd'hui, j'ai pas eu besoin d'aller à ce niveau-là, mais parce que tous n'offrent pas une version payante, en tous les cas ne nécessitent pas une version payante pour faire ce que j'ai à faire. Mais en tant qu'individu, je suis déjà plus dans la cible, je crois. Non, mais faut se le dire. Je le vis bien, mais non, je suis plus dans la cible. Mais pour ces jeunes, on le vit très bien.
Je crois qu'aujourd'hui, tout est avec abonnement. On achète ses vêtements, c'est livré tous les mois avec un abonnement, sa nourriture, on peut recevoir ses plats pour la semaine. C'est un modèle économique extrêmement rentable pour les entreprises. Donc, on va vers... Il n'y a pas une chose, son mobilier, on peut l'avoir, on le louer. Il n'y a pas une chose qui ne va pas être comme ça avec un abonnement. Ça fait quand même quelques années qu'il y a eu beaucoup de startups qui se sont lancées avec des modèles économiques de location. Je pense même à... J'ai oublié le nom de son entreprise, mais du jeune homme qui avait lancé une start-up de location, enfin pas de location, mais de vente de rasoirs automatiques. Donc avec chaque semaine ou chaque mois, vous étiez livré. Je ne suis pas dans la cible non plus, apparemment. Ça m'aurait surpris. D'accord. Mais effectivement, il a fait fortune sur ce modèle économique. C'est le même principe. L'abonnement à la location, on est sur le même principe. Mm. On veut garder un utilisateur et le sécuriser par un contrat où il est lié à nous. Et là où c'est flexible chez certains, ça l'est moins chez d'autres. Par exemple, à Amazon, c'est très facile de prendre un abonnement et de l'arrêter. Et c'est ce qui fait que ça a complètement bousculé le marché d'ailleurs. Oui, Beansport ou d'autres. Voilà, c'est plus compliqué chez d'autres encore. Donc on va voir comment ça évolue. Des fois, il y a des choses bien pour le consommateur parce que justement, il peut y rentrer et sortir. Oui, ça ne va pas toujours dans le sens des marques non plus. On suivra tout ça en tout cas. Ouais. Il y avait un réseau social en particulier qu'on a évoqué tout à l'heure, LinkedIn, qui a été, en tout cas, qui mettait en avant ses offres premium pendant longtemps, qui continue à les mettre en avant, mais qui finalement a l'air de fonctionner. Alors je crois que c'est le réseau qui a le prix le plus d'abonnés, notamment en France, sur son nouveau modèle, qui a intégré plusieurs outils d'Insta ou autres, notamment dans son fil. Est-ce qu'il prendra une démarche différente, vu qu'il est plus B2B ? À suivre, mais en tout cas c'est un des réseaux sociaux qui avait intégré le payant, qui l'avait un petit peu enlevé, puis qui va peut-être y revenir aussi. À suivre donc. À suivre. Alors, dernier sujet de ce matin, je vois que le temps passe, on n'aura pas tenu les 20 minutes, Laetitia, je suis désolé pour le spécialiste podcast qui va nous taper sur les doigts. Dernier sujet, on va l'évoquer assez vite, c'est relatif à la RGPD encore, et la CNIL notamment, qui, à l'occasion du redressement ou de la liquidation judiciaire de Camaïeu, en fait, a ressorti une alerte sur l'achat en fait, des fichiers des entreprises qui étaient liquidées par une autre société. Et le fait qu'il fallait être notamment vigilant sur ce qu'on pouvait acheter et comment utiliser ces fichiers. Voilà, alors c'est vrai que la RGPD se met en place, je vais dire petit à petit. Je crois qu'elle est quand même relativement bien intégrée dans les entreprises aujourd'hui. Est-ce que tout le monde est à jour ? Je suis loin de le penser. Je vois que vous souriez, mais on a la même idée. Mais par contre, c'est vrai que tout le monde en parle quand même dans les entreprises, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Je pense que le Covid ou la Covid nous a fait gagner un petit peu de temps. On s'est dit qu'on allait avoir un peu plus de temps pour le mettre en place. Mais en tout cas, ça accélère, semble-t-il, ou en tout cas, on a des rappels relativement fréquents sur le fait que les bonnes pratiques doivent être respectées. Non, c'est un sujet extrêmement sérieux. Alors, je ne suis pas une experte, donc j'ai tendance à dire dans les cours de media training, quand vous n'êtes pas expert, vous vous taisez. Bon, j'ai un peu pas le choix, mais on va dire que mon intervenante RGPD ne va pas m'écouter. Mais c'est des cours, par exemple, qu'on donne, parce que les marketeurs, aujourd'hui, il faut absolument comprendre ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, sinon ils vont mettre leurs clients ou leur entreprise en porte-à-faux, et c'est des problématiques extrêmement importantes. On touche à la donnée, aux personnes, là on est sur la protection de données, c'est vraiment des sujets très très pointus, et les entreprises, alors plutôt à partir d'une certaine taille, mais ils ont des personnes dédiées là-dessus parce que dès que vous faites une newsletter, tout d'un coup vous prenez de la donnée, il faut qu'il y ait eu l'accord, il y a des règles très strictes, vous faites un jeu concours, ça n'importe qui peut faire un jeu concours. Pareil, il y a des règles à suivre, elles ne sont pas très compliquées, et je trouve que la CNIL fait beaucoup d'efforts en termes de partager et de pédagogie, essayer d'éduquer, mais ce n'est pas un sujet simple. Non, elle fait beaucoup d'efforts, on le voit, notamment même vis-à-vis des GAFA, avec GA Universal qui disparaît, c'est peut-être pas le bon terme, mais qui est remplacé par GA4 compatible RGPD à partir du mois de juin de cette année. Donc il faut vite changer vos Google Analytics périmés si jamais vous ne l'avez pas encore fait. Donc ça va plutôt dans le bon sens en tout cas. Oui, après c'est vrai que là l'exemple avec Camaïeu, déjà c'est un cas qui est dramatique, toutes ces industries textiles, toutes ces marques du textile qui sont en train de mettre la clé sous la porte, c'est très triste à voir, mais voilà, et effectivement je trouvais ça d'ailleurs intéressant quand j'ai lu le fait qu'ils arrivaient à vendre des fichiers de données clients
Quand on clique oui, et quand on se rentre cette fameuse carte de fidélité qu'on a tous dans je ne sais pas combien d'enseignes, on ne se rend pas compte que nos données elles peuvent être vendues comme ça. Non, même si on a cliqué quelque chose sur 4 pages, on a scrollé tout en bas pour faire OK, merci. C'est comme les cookies rentrés sur les sites, on dit OK, merci. On n'est vraiment pas assez éduqué là-dessus en tant qu'individu lambda, j'ai envie de dire. Il faut toujours se méfier. On se dit toujours qu'il y a toujours de quoi vendre, mais à partir du moment où il y a quelqu'un pour l'acheter, pour essayer de vous vendre quelque chose derrière, il y aura toujours quelqu'un pour racheter vos données. Moi, j'ai appris quelque chose, notamment dans cet article de la CNIL, c'est que normalement, votre accord, ou en tout cas la possibilité d'utiliser vos coordonnées, n'était valable que 3 ans après... j'allais dire votre statut actif dans une société ou non. Donc si vous n'achetez plus ou si vous n'êtes plus client d'une société pendant 3 ans, que ce soit cette société ou la société qui a racheté les données de la précédente société, n'est plus en mesure d'utiliser votre consentement que vous auriez donné à l'époque pour la suite. Et je trouve que c'est un temps assez court finalement. Oui, c'est bien. Alors après, ça, ce sont les règles. Je pense que c'est suivi par les grosses entreprises parce que les amendes derrière peuvent être très élevées. Je crois que elles sont les mêmes, ouais. 1% aussi du chiffre d'affaires. Mais combien ne les suivent pas ? Ça, je pense qu'on est en proportion, voilà. Tout le monde les suit, voyons Laetitia. D'accord. non, mais je vois plutôt le verre à moitié plein, donc moi je vous suis, d'accord. Voilà, donc CNIL, RGPD, attention, il va y avoir selon nous de plus en plus de contrôles et on ne saurait jamais assez rappeler à quel point il faut faire attention au consentement qu'on peut être amené à donner. Vous le disiez Laetitia, on va tous cliquer le plus vite possible dans « j'accepte ». OK pour les goodies, mais il faut faire attention. Certains sites sont peut-être un petit peu moins... sûrs que d'autres. Tout à fait. Toutes les marques ne sont pas sérieuses, malheureusement. Donc voilà, c'est pas inutile de le rappeler aujourd'hui. Voilà, donc vous trouverez le lien vers les articles qui nous ont servi à évoquer ces actualités également en bio du présent podcast, qui arrive à son terme. Merci beaucoup Laetitia Soulier-Bonnevie d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Mais merci Benoît, merci de l'invitation. Et on vous recevra à nouveau avec plaisir. Si jamais l'EFAP Montpellier a de nouvelles actualités, ça sera un grand plaisir pour nous de vous recevoir. Et donc n'hésitez pas, si vous avez vous-même des enfants ou des jeunes qui cherchent une école sur Montpellier, à aller voir le site de l'EFAP que vous trouverez également ci-dessous. Merci Laetitia. Merci. Et à bientôt.